Bonjour à tous, je suis ravie de lancer cette nouvelle plongée au cœur d'un sujet qui touche absolument tous les aspects de notre existence. Salut! Ouais, c'est un vaste programme aujourd'hui. Ah ça, c'est clair. Que ce soit au bureau, en famille ou face à nos propres ambitions, on est tous concernés. Et pour commencer cette exploration approfondie, je propose de visualiser une scène assez frappante. Vas-y. Imaginons un instant un grand navire en pleine mer. Sur le pont, le capitaine déborde d'une énergie incroyable. Il court dans tous les sens, il crie ses ordres à l'équipage avec passion. Et le capitaine parfait, quoi. C'est ça, le cliché du leader. Il scrute l'horizon avec une détermination farouche et il fait absolument tout ce qui est humainement possible pour faire avancer son bateau à la vitesse maximale. Le moteur tourne à plein régime, la fumée s'échappe des cheminées, les voiles sont tendues à craquer. Donc, sur le papier, tout va bien. Exactement, sur le papier, c'est l'effort parfait. Pourtant, malgré cette débauche d'énergie monumentale, le navire tourne irrémédiablement en rond, ou pire, il se dirige tout droit vers un récif. Et c'est là qu'on se demande pourquoi? Voilà. Pourquoi s'attend-il? Parce que, caché loin sous la surface de l'eau, totalement invisible depuis le pont où le capitaine s'agite, le gouvernail est physiquement bloqué dans la mauvaise direction. C'est une image tellement puissante. N'est-ce pas? On a beau ajuster les voiles, hurler sur l'équipage ou mettre plus de charbon dans le moteur, tant que ce gouvernail invisible n'est pas débloqué et redressé, tous les efforts de surface sont tragiquement vains. C'est fou parce que cette image du navire et de son gouvernail, ça correspond exactement à ce que la neurologie et la psychologie moderne nous disent de la condition humaine. C'est une métaphore parfaite. Oui, et c'est exactement ce gouvernail caché que nous allons chercher à identifier aujourd'hui en nous appuyant sur un ouvrage fascinant. Ça s'intitule Mental gagnant, écrit par Ryan Gottfriedson. Un livre vraiment incontournable. En fait, pour rebondir sur ton analogie, les recherches neuroscientifiques montrent que 90% de nos actions, de nos pensées et de nos comportements quotidiens sont dictés par des processus automatiques. 90%. Ouais. Et totalement inconscients. Notre cerveau traite des millions d'informations à la seconde et pour survivre à cette surcharge, il crée des raccourcis. Des filtres, en quelque sorte. C'est ça. Ces raccourcis, ces filtres à travers lesquels on décode la réalité, c'est ce que l'auteur appelle nos mentalités. Ce sont elles qui orientent le gouvernail sans même qu'on s'en rende compte. Et du coup, c'est pour ça que ce livre s'adresse particulièrement à quiconque s'est déjà senti inexplicablement bloqué. Que ce soit une stagnation dans une carrière, des conflits répétitifs dans des relations personnelles ou l'impression de plafonner en tant que leader. Et ce, malgré un travail acharné. Absolument. La mission de notre discussion aujourd'hui, c'est vraiment d'aider ceux qui nous écoutent à prendre conscience d'une réalité inconfortable. Le véritable frein au succès n'est que très rarement un manque de compétences techniques. Ou un manque d'effort. Exact. C'est presque toujours une perception biaisée du monde, ce qui nous amène à la problématique fondamentale qui va nous guider. Et si la conviction absolue d'avoir la bonne approche, la certitude d'être dans le vrai, c'était très exactement ce qui nous empêche d'atteindre notre plein potentiel? C'est la grande question. Et pour bien saisir l'ampleur de ça, il faut visualiser la structure de la réussite telle que l'auteur la conceptualise. Il utilise l'image d'une pyramide. D'accord, une pyramide. Voilà. Tout en haut, au sommet, il y a la réussite tangible. La promotion, la relation épanouie, le succès financier, tout ça. Les résultats concrets. Exactement. Juste en dessous, au niveau intermédiaire, il y a nos comportements, nos habitudes, nos actions visibles. Et c'est là que la majorité des méthodes de développement personnel interviennent, non? Mais tout à fait. On se dit qu'on doit faire des listes de tâches, se lever à 5 heures du matin, utiliser un nouveau logiciel. En gros, on essaie de modifier le pont du navire. Sans regarder sous l'eau. C'est ça le piège. La base de cette pyramide, les fondations massives qui soutiennent tout l'édifice, ce sont nos mentalités, le niveau perceptuel. Essayer de changer ses actions de surface sans s'attaquer à cette base, c'est le meilleur moyen de s'épuiser. Le niveau de la solution n'est presque jamais le même que le niveau du problème. C'est très clair. En t'écoutant, ça me fait penser à quelqu'un qui essaierait de changer d'alimentation uniquement en jetant les paquets de gâteaux de ses placards. Ouais, bonne comparaison. Mais sans jamais interroger sa relation émotionnelle à la nourriture. Tôt ou tard, la personne va racheter des gâteaux parce que le besoin profond n'a pas changé. Les actions de surface ne tiennent pas face à un gouvernail bloqué. Exactement. Et le livre illustre ce décalage avec une étude de cas assez marquante. C'est l'histoire d'un homme nommé Alan. Ah oui, Alan. Le cas d'école par excellence.
Sur le papier, le CV d'Alan est irréprochable. Il est le président charismatique d'une association dédiée aux personnes défavorisées. Il a un doctorat en psychologie organisationnelle, Le profil parfait, en somme. plus de 20 ans d'expérience au compteur. Il donne des conférences sur le leadership à l'université. C'est l'archétype du leader éclairé. Mais, et c'est là que ça devient fascinant, dès qu'on interroge ses équipes en interne, le vernis craque complètement. L'ambiance est apparemment désastreuse sous sa direction, c'est bien ça? Complètement toxique. En réalité, Alan pratique un micromanagement étouffant. Le livre raconte un épisode où, lors d'un projet crucial, c'est Alan lui-même qui transmet une date de livraison erronée à son équipe. La grosse gaffe. Et le client s'en rend compte. Évidemment, le client finit par se plaindre du retard, et là, au lieu de faire ce qu'un leader sain ferait, c'est-à-dire assumer son erreur de communication, Alan réunit son équipe et blâme publiquement ses propres employés pour le dysfonctionnement. Ouch, c'est dur. Et son aveuglement va encore plus loin. Un jour, sur un coup de tête, il décide de lancer un tout nouveau service en fixant un tarif exorbitant, Sans consulter personne. sans écouter les avertissements en tout cas. Une de ses responsables, Taylor, s'inquiète. Elle vient le voir avec des données concrètes pour lui prouver que ce prix va détruire la réputation de l'association. Le conseil consultatif donne même raison à cet employé. Et Alan, avec son doctorat en psychologie, il réagit comment? Il se braque de façon spectaculaire. Par pure fierté, il se met sur la défensive, maintient son prix absurde et finit par endommager gravement la réputation de l'organisation. C'est douloureux à entendre. Parce que, soyons honnêtes, la plupart des gens ont déjà croisé un Alan dans leur carrière. Ce patron ou ce collègue qui a tous les diplômes du monde mais qui est incapable de se remettre en question. Ah oui, on en connaît tous. Mais ce qui est le plus tragique dans cette histoire, et c'est là-dessus que j'aimerais qu'on s'arrête un instant, c'est qu'Alan ne se lève pas le matin avec l'intention d'être un tyran. Il est intimement persuadé d'être un excellent leader. Il pense vraiment faire de son mieux. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème neurologique de l'ego. L'auteur s'appuie sur les recherches fascinantes de la psychologue Tasha Eurich concernant la conscience de soi. Les statistiques sont effarantes. Vas-y, dis-nous. Environ 95% des gens affirment se connaître eux-mêmes de manière approfondie. Mais quand on les évalue objectivement, seuls 10 à 15% en sont réellement capables. Seulement 10 à 15%. C'est un gouffre perceptuel immense. C'est énorme. Alan est le héros absolu de sa propre histoire. Il navigue avec une boussole interne défectueuse. Son cerveau, pour protéger son ego et son statut d'expert infaillible, déforme la réalité pour faire de lui la victime de l'incompétence des autres. Ces réactions de blâme sont des mécanismes de défense automatique, en fait. Il est aveugle à son propre gouvernail. Exactement ça. Donc, si 95% des gens se trompent sur eux-mêmes, la probabilité pour que notre propre gouvernail soit bloqué sans qu'on le sache est immense. Statistiquement, oui, il y a de fortes chances. La question évidente qui se pose maintenant, c'est comment on redresse la barre? Quels sont ces fameux réglages qu'il faut ajuster? Eh bien, l'auteur a synthétisé des décennies de recherche académique pour cartographier tout ça. Il a identifié 4 grandes paires de mentalités qui agissent comme des filtres sur notre cerveau. Le premier grand spectre oppose ce qu'il appelle la mentalité de fixité à la mentalité de développement. D'accord, alors expliquons ça de manière très concrète. La mentalité fixe, si je comprends bien, c'est comme quand on essaye d'apprendre à utiliser un nouveau logiciel complexe au travail, qu'on n'y arrive pas au bout de 10 minutes et qu'on jette l'éponge. C'est le classique « je suis nul en informatique ». Voilà, on se dit « je n'ai pas la bosse de la technique ». On prend une difficulté temporaire et on en fait un trait de caractère permanent. C'est un excellent exemple du quotidien. La mentalité fixe est programmée par une peur très profonde, ancrée dans notre biologie. La peur de ne pas paraître à la hauteur, d'être exclu du groupe parce qu'on est jugé incompétent. Donc on fuit la difficulté. C'est ça. Le cerveau perçoit l'effort intense non pas comme un chemin vers la maîtrise, mais comme la preuve alarmante d'un manque de talent inné. Pour l'individu à mentalité fixe, l'intelligence et les capacités sont figées à la naissance. On a le don ou on n'a pas. Et par conséquent, toute la stratégie de vie de cette personne va consister à fuir les défis difficiles pour éviter l'échec, parce que l'échec est perçu comme une humiliation identitaire. Totalement. À l'opposé absolu, la mentalité de développement repose sur la neuroplasticité. C'est la conviction que les capacités s'élargissent grâce à l'effort. L'ouvrage mentionne d'ailleurs Michael Jordan pour illustrer cette mentalité de développement. Ce qui est amusant parce qu'on le perçoit souvent comme l'incarnation même du talent inné. Justement, c'est le paradoxe.
Jordan ne cachait jamais ses échecs, il s'en servait comme carburant. Il a d'ailleurs publiquement déclaré avoir raté plus de 9000 tirs dans sa carrière. 9000 tirs. Et perdu des centaines de matchs cruciaux. Mais son cerveau ne traitait pas ses échecs comme des condamnations de sa valeur humaine. Pour lui, chaque tir raté était une simple donnée, une information à décoder. L'appui était-il mauvais? L'angle du poignet était-il inadapté? Ce genre de choses. Exactement. C'est cette boucle de rétroaction constante qui a forgé son génie. Et pour contraster avec cette icône mondiale, l'auteur partage une anecdote très intime sur son épouse au début de leur mariage. Ça illustre parfaitement la paralysie de la mentalité fixe. Ah oui, l'histoire de la pâtisserie. Voilà. Elle avait très envie d'apprendre à faire des gâteaux, mais elle refusait systématiquement d'essayer. Et son blocage n'était pas un manque de temps ou d'ingrédients. C'était quoi alors? C'était sa mentalité fixe qui lui murmurait « Si tu rates ton premier gâteau, cela fera de toi une épouse ratée ». Pour préserver l'illusion de la perfection, son cerveau préférait l'inaction totale. La mentalité fixe est vraiment une prison dorée. On y est à l'abri des critiques, mais on n'y évolue jamais. C'est joliment dit, oui. Ce qui nous amène à une transition très intéressante, parce que fuir la critique, c'est aussi refuser d'entendre qu'on a tort. Et c'est le deuxième grand spectre du livre. L'opposition entre la mentalité fermée et la mentalité ouverte. Un spectre fondamental pour les leaders. Mais là, je me fais l'avocat du diable une seconde. Un capitaine de navire, un vrai leader, on attend de lui qu'il ait des convictions fortes, non? Qu'il trace une route et qu'il s'y tienne. Si on passe son temps à remettre en question ses décisions et à demander l'avis de tout l'équipage, est-ce qu'on tombe pas simplement dans l'indécision? C'est la distinction cruciale à faire. Avoir une mentalité ouverte ne signifie pas ne pas avoir d'opinion ou être incapable de trancher. Cela signifie que l'objectif principal de l'individu n'est pas d'avoir raison à tout prix pour flatter son ego. L'objectif, c'est de trouver la vérité. Quelle qu'elle soit, oui. La mentalité fermée, elle, se caractérise par ce besoin viscéral de valider ses propres certitudes. Et d'un point de vue neurologique, c'est fascinant. Lorsqu'une personne à l'esprit fermé est confrontée à une opinion divergente, son amygdale cérébrale s'active exactement de la même manière que si elle était attaquée physiquement par un prédateur. Incroyable. Le désaccord intellectuel est traité comme une menace vitale. C'est ça. Le cerveau bloque les informations contraires pour survivre. Et pour contrer ce mécanisme de défense naturelle, l'exemple donné par l'auteur est particulièrement radical. Il parle de Ray Dalio et de son fonds d'investissement Bridgewater. Ah, l'ouverture d'esprit radicale. Quand on lit comment ça se passe chez eux, ça ressemble presque à une expérience scientifique poussée à l'extrême. Dans son entreprise, la culture exige que presque toutes les réunions soient enregistrées en vidéo. Pour la transparence totale. Mais ça va plus loin. Ils pratiquent ce qu'ils nomment le désaccord réfléchi. Pendant qu'ils débattent de stratégie, les employés se notent mutuellement en temps réel sur des tablettes, avec un système de notation de la crédibilité de leurs arguments. Personnellement, être évalué en direct à chaque fois que j'ouvre la bouche, ça me semble terrifiant. C'est très inconfortable et c'est indéniable. Mais la philosophie de Dalio repose sur une observation implacable. Il considère que s'accrocher à des opinions erronées uniquement par fierté, c'est l'une des plus grandes tragédies de l'humanité. C'est vrai que l'aveuglement volontaire détruit des entreprises, brise des familles. Ray Dalio a compris que notre propre ego est le pire ennemi de l'excellence décisionnelle. C'est pour ça qu'il a institutionnalisé cette ouverture. Une vraie mentalité ouverte demande de prononcer souvent cette phrase magique. « Je me suis trompé, montre-moi ce que je ne vois pas ». Une belle leçon d'humilité. Reprenons la métaphore de notre navire. On a parlé du gouvernail qu'il faut débloquer et de la carte qu'il faut oser corriger. Abordons maintenant la question du moteur. Ce qui nous pousse à avancer. Exact. C'est le troisième duel de mentalité, la prévention face à la promotion. Et l'analogie la plus parlante ici, c'est de se demander, dans le véhicule de notre propre carrière ou de notre existence, est-ce qu'on est installé sur le siège passager ou est-ce qu'on tient fermement le volant? L'image est excellente. La mentalité de prévention, c'est la posture du passager. C'est qu'une vie dont le principal carburant est la peur de perdre. On veut juste éviter les problèmes. C'est l'objectif fondamental du cerveau dans cet état. Sécuriser les acquis, maintenir le statu quo le plus longtemps possible. On cherche à ne surtout pas faire de vagues. À l'inverse, la mentalité de promotion, c'est celle du conducteur engagé. Propulsé par l'envie de gagner et de progresser, le conducteur définit une destination ambitieuse et il accepte d'emblée que la route sera parsemée de nids de poules, de détours et de risques. Les problèmes ne sont plus des menaces à fuir, ce sont simplement les frais de péage inévitables sur la route du succès. L'ouvrage illustre d'ailleurs parfaitement cette dynamique à travers deux employés fictifs, mais tellement réalistes, Debra et David.
Debra, c'est l'incarnation de la prévention. Voilà, ça fait 20 ans qu'elle occupe exactement le même poste dans l'entreprise. Elle fait ses heures, elle fait son travail correctement, mais elle ne prend jamais la moindre initiative risquée. Si on l'interroge, elle dira qu'elle a très bien réussi sa vie. Probablement, oui. Parce qu'elle a un bon salaire, pas de conflit majeur et un confort rassurant. Mais la réalité cruelle, c'est qu'elle dérive, elle se laisse porter par les courants des décisions des autres, elle survit au lieu de vivre. Et c'est tellement facile de devenir une Debra. On entre dans une grande entreprise, on trouve son rythme de croisière, le salaire tombe à la fin du mois, et sans s'en rendre compte, on s'endort au volant pendant 10 ans. C'est le grand danger de la zone de confort. Face à elle, il y a le profil de David qui incarne la promotion. David commence tout en bas de l'échelle au service client, mais il a une vision. Il observe, il propose des améliorations. Et surtout, il se porte volontaire pour des missions transversales complexes où il risque de se tromper. Son dévouement pour l'entreprise est total. Et le résultat de cette prise de risque assumée, Hmm. il finit par être nommé vice-président des ressources humaines. Un poste pour lequel il n'avait aucune formation initiale en plus. La mentalité de prévention nous protège des tempêtes, c'est vrai. Mais en évitant tout risque d'échec, elle anéantit mathématiquement toute chance d'atteindre l'excellence. C'est une réflexion profonde sur nos choix de carrière. Mais j'aimerais qu'on aborde maintenant le dernier point. Parce que jusqu'ici, on a parlé de notre rapport à l'effort, à l'échec, à la vérité et au risque. C'est très centré sur l'individu. Oui, très personnel. Mais dans la vraie vie, notre plus grand défi, ce n'est pas nous-mêmes, ce sont les autres. Le patron insupportable, le collègue qui ne fait pas sa part du travail, le client agressif. C'est là que ça se corse. Comment ces mentalités influencent-elles nos interactions sociales ? C'est là qu'intervient le 4e grand spectre, peut-être le plus philosophique du livre, l'exclusion face à l'inclusion. C'est en effet l'axe qui a le plus d'impact sur nos vies de tous les jours. La mentalité exclusive agit comme un filtre déshumanisant. Quand on est bloqué dans cette mentalité, on perçoit les gens autour de nous, non pas comme des êtres humains complexes, mais comme des entités à 2 dimensions. Des objets ou des obstacles. C'est ça. Soit ils sont des objets utiles qu'on peut manipuler pour atteindre nos propres objectifs, soit ils sont des obstacles irritants qui se dressent sur notre chemin et qu'il faut éliminer ou contourner. Leurs besoins, leurs peurs sont automatiquement jugés comme inférieurs aux nôtres. À l'opposé, la mentalité inclusive nous force à reconnaître pleinement l'humanité de chaque individu que l'on croise. C'est la différence fondamentale entre voir un concurrent à écraser et voir un partenaire humain avec ses propres vulnérabilités. Et pour donner corps à cette idée, la source reprend une anecdote de Brené Brown. La chercheuse sur la vulnérabilité, oui. L'histoire est d'une puissance incroyable. Elle raconte qu'elle devait partager une chambre d'hôtel non-fumeur lors d'une conférence. La fameuse colocataire. Quand elle arrive dans la chambre, elle trouve sa colocataire affalée sur le canapé, en train de s'essuyer les doigts pleins de graisse et de sucre directement sur le tissu des coussins, avant de se lever nonchalamment pour aller fumer une cigarette sur le balcon, empestant toute la pièce. Le cauchemar. La première réaction physiologique de Brené Brown, c'est une fureur absolue. Une réaction d'exclusion totale. Elle bouillonne intérieurement en se disant « Mais comment peut-on être aussi irrespectueux, sale et stupide ?» Ce qui est une réaction humaine assez compréhensible. Bien sûr. Mais, fidèle à son propre travail de recherche, elle s'arrête, elle respire, et elle se pose une question qui, honnêtement, retourne le cerveau quand on y réfléchit sérieusement. Elle se demande, est-ce que les gens, en général, font de leur mieux ? Et cette simple question est vertigineuse. Parce que si on décide que la réponse est non, alors on accepte de vivre dans un monde rempli de personnes intrinsèquement paresseuses et malveillantes. Ça justifie pleinement notre colère et notre mépris. Voilà. Mais si on fait l'effort cognitif de répondre oui, si on part du postulat radical que chaque être humain fait réellement du mieux qu'il peut à un instant T avec les outils émotionnels et les traumatismes qu'il possède à ce moment-là, alors tout bascule. Notre indignation perd de son sens et doit immédiatement céder la place à la compassion. L'auteur du livre avoue d'ailleurs avoir appliqué ce recadrage cognitif à sa propre vision des personnes sans abri. C'est vrai. Pendant très longtemps, sa mentalité exclusive le poussait à un jugement critique et sévère. Il se disait « pourquoi ils ne se prennent pas en main ? Pourquoi ils ne cherchent pas un travail ?» Il les voyait simplement comme des nuisances urbaines. Mais quand il s'est forcé à adopter le filtre inclusif de Brené Brown, sa perspective a littéralement implosé.
Il s'est mis à se demander, mais quel a bien pu être le parcours de vie de cet homme? Quelles ont été les tragédies pour que son cerveau en arrive à la conclusion logique que s'asseoir sur un carton gelé pour demander de l'aide est sa meilleure et unique option de survie? Ce changement de filtre est foudroyant. En l'espace d'une seconde, il a vaporisé son jugement de valeur pour le remplacer par une empathie viscérale. On cesse de voir le comportement irritant, la nuisance, pour voir la détresse de la personne. C'est ça la magie de la mentalité inclusive. Mais alors la grande question qui se pose pour tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui, comment on fait concrètement? Toutes ces révélations sont intellectuellement stimulantes, mais lundi matin, quand on se retrouve face à un manager tyrannique à la Alan, ou quand on échoue sur un projet important. Comment on applique ça dans la vraie vie? Voilà. Comment on empêche notre cerveau de bloquer le gouvernail du mauvais côté? Comment on rend tout ça opérant au quotidien? La toute première étape indispensable, et c'est souvent la plus difficile pour l'ego, c'est le diagnostic brutalement honnête. Les analyses menées par l'auteur sur des milliers de profils montrent une statistique qu'il faut digérer. Laquelle? Seuls 5% des personnes possèdent naturellement un profil orienté du bon côté sur ces 4 axes simultanément. 5%? Seulement 5%. Cela signifie que l'écrasante majorité d'entre nous navigue avec au moins un, si ce n'est plusieurs, gouvernails sévèrement bloqués. Il faut donc accepter avec humilité que l'on a un sérieux travail à faire sur soi. Sans cette reconnaissance initiale d'imperfection, aucun développement n'est neurologiquement possible. C'est sûr que réaliser qu'on fait partie des 95% qui se trompent de route, ça pique un peu l'ego, hein. Mais heureusement, le livre fournit un outil immédiat, une sorte de clé à molette pour redresser la barre, que l'auteur appelle la technique de l'interrogation interne. C'est d'une simplicité redoutable. Face à n'importe quelle contrariété, n'importe quel moment de tension, on s'oblige à faire pause. Et on se pose une question très précise. Face à un échec, par exemple, est-ce qu'en cet instant précis, je cherche à protéger la brillance de mon armure ou est-ce que je cherche à apprendre de mes failles? C'est une excellente question de recadrage. Et face à ce fameux collègue difficile ou même un enfant turbulent à la maison, il y a cette question magique. Qui suis-je pour ne pas l'aider à briller? J'aimerais vraiment qu'on creuse ça. Scientifiquement, pourquoi le simple fait de se poser une question comme ça fonctionne-t-il si bien? C'est de l'ingénierie neurobiologique pure et simple. Quand on est face à un individu difficile, notre cerveau limbique, particulièrement l'amygdale, s'emballe et crie au danger « Défends-toi ou fuis ». C'est là qu'on devient fermé et exclusif. On se braque. Mais en se forçant consciemment à formuler cette question précise « Qui suis-je pour ne pas l'aider à briller ?», on oblige l'influx nerveux à quitter la zone de la peur pour monter vers le cortex préfrontal. Qui est le siège de la logique et de l'empathie. Exactement. Ce recablage désactive la posture de défense. Au lieu d'être un juge qui condamne les lacunes de l'autre, on se repositionne mentalement comme un facilitateur, un partenaire. La menace perçue se transforme chimiquement en une opportunité de croissance mutuelle. C'est brillant. Si on devait résumer l'esprit véritable de cette exploration fascinante, il faut vraiment comprendre que Mental Gagnant n'est absolument pas un énième manuel de productivité estivale rempli d'astuces pour gagner 10 minutes le matin. On est à des années-lumière des techniques managériales de surface. C'est un appel exigeant à nettoyer méticuleusement les verres à travers lesquels on regarde la réalité. Et c'est la seule voie valable. La vraie réussite, celle qui est durable et véritablement épanouissante, exige le courage d'aller déraciner nos maux. Traiter uniquement les comportements de surface, c'est comme donner une aspirine pour faire baisser la fièvre sans jamais chercher à guérir l'infection qui la provoque. Si l'on ne répare pas les fondations de la mentalité, les mêmes schémas destructeurs se répéteront encore et encore, sous des formes toujours nouvelles. Merci infiniment pour cette analyse en profondeur et ces explications si lumineuses. Je pense que tous ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui regarderont désormais leur propre navire d'un œil très différent. J'espère que cette discussion aura suscité l'envie de se procurer cet ouvrage pour entamer ce diagnostic personnel sans la moindre complaisance. Et pour clore ce moment passé ensemble et prolonger la réflexion bien au-delà de cet échange, je laisse notre audience avec cette ultime pensée provocante. Une petite réflexion pour la route ? Exactement. Sachant que notre cerveau automatise nos réactions et tisse nos croyances, principalement pour nous protéger du froid inconfort de la réalité. Quelle est cette certitude absolue, cette conviction intime et si rassurante que chacun d'entre nous chérit jalousement aujourd'hui, mais qui, dans l'ombre, constitue en réalité le plus grand plafond de verre de toute notre existence? C'est une question vertigineuse, sans réponse immédiate, et on la laisse flotter ici pour nourrir vos introspections les plus profondes. À très bientôt pour une nouvelle plongée.